La théorie de l'évolution de Charles Darwin, bon, on la considère presque tous comme le plus grand triomphe de la biologie moderne. C'est indéniable, oui. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, à son origine, elle était mathématiquement vouée à l'échec. Ah, totalement, elle avait une faille Et béante. si un statisticien n'était pas intervenu des décennies plus tard, le darwinisme aurait très bien pu s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. C'est ça. Et cette intervention cruciale, c'est celle de Ronald A. Fisher. Et c'est exactement le sujet de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On se penche sur une pile de documents fascinants, genre des extraits, des notes et des planches illustrées de son livre de 1930. Oui, le fameux The Genetical Theory of Natural Selection. Exactement. C'est vraiment le point de bascule historique où les mathématiques pures et la génétique viennent colmater cette faille logique de Darwin. Bon, décortiquons tout cela. Parce que ce qui ressort immédiatement de la lecture, c'est à quel point c'est rare en fait. Je veux dire, voir deux domaines comme les statistiques financières et la biologie fusionner pour résoudre un mystère pareil, c'est fou. C'est très rare, oui. Et l'objectif de notre analyse, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre comment Fisher a utilisé des maths pour sauver la sélection naturelle et comment ce filtre façonne le monde, des insectes aux statistiques d'assurance vie. Voilà. Mais pour saisir ça, il faut d'abord regarder le problème de base, le piège dans lequel Darwin était coincé. Le fameux problème du mélange, c'est ça? C'est ça. Au XIXe siècle, la théorie dominante, c'était l'hérédité par mélange, le blending inheritance. Et Darwin, il restait un homme de son époque, donc il a accepté cette idée. En surface, ça a l'air intuitif, non? C'est l'analogie de la peinture. Ouais, tout à fait. On prend de la peinture blanche, on la mélange avec de la peinture noire, et hop, on obtient du gris. C'est logique visuellement. Mais le problème, et Fisher le démontre dès les premières pages, c'est la perte de variance. C'est-à-dire la diversité génétique? Oui, avec ce modèle, à chaque génération, la moitié de la variabilité disparaît. En quelques dizaines de générations, tout le monde devient parfaitement identique. Un gris complètement uniforme. Exactement. Et si tout est uniforme, la sélection naturelle n'a plus rien sur quoi travailler. Le moteur s'arrête. Fait que la diversité persistait si sa propre théorie disait le contraire. C'est là que ça devient intéressant. Il a cherché une porte de sortie toute sa vie. Pour compenser cette perte, il a supposé qu'il y avait une création massive et constante de nouvelles mutations. Ah, genre l'environnement qui force la nouveauté? Voilà. Il pensait que le climat, la nourriture ou la domestication provoquaient des mutations à un rythme effréné. Il lui fallait un torrent de nouveautés pour que la machine continue de tourner. C'était vraiment le talon d'Achille de sa théorie. Absolument. Donc si ce torrent de mutation n'existe pas en vrai, comment Fisher a fait pour réparer ça? Il a regardé du côté de Gregor Mendel. Mendel, lui, avait prouvé que l'hérédité, c'est pas des liquides qui se mélangent, mais des particules discrètes, les gènes. D'accord. Et Fisher utilise une image géniale, tirée de la thermodynamique. Il compare l'idée de Darwin à un gaz avec des collisions inélastiques. L'énergie se perd à chaque choc. Et ça finit par s'arrêter. Exactement. Alors que le modèle de Mendel, c'est un gaz aux collisions parfaitement élastiques. Les particules rebondissent, s'échangent, mais l'énergie totale, donc la variance, est conservée indéfiniment. Sans aucune perte. Aucune. En fait, au lieu de mélanger de la peinture, c'est comme battre un jeu de cartes. Ah, c'est une très bonne façon de le voir. Et les cartes sont redistribuées à chaque fois, ça crée de nouvelles mains, mais le roi de pique reste un roi de pique. Il va jamais fusionner avec la dame de cœur pour faire une demi-carte hybride. C'est exactement ça. La particule reste intacte. Mais là, il y a une objection qui me vient à l'esprit en lisant tout ça. Si les gènes sont des blocs intacts, comment Fisher explique les trucs qui ont vraiment l'air mélangés? Comme quoi, par exemple? La taille humaine. Un enfant ne fait pas soit la taille exacte de son père, soit celle de sa mère. Souvent, il est entre les deux. Visuellement, ça ressemble à de la peinture mélangée. Ah, le grand paradoxe de l'époque. Ça a divisé les scientifiques. Mais Fisher règle ça avec les probabilités. Comment ça? Il prouve que la taille, c'est pas géré par un seul gène, mais par une multitude de facteurs qui s'additionnent. Imagine un lancer de dés. Si tu lances un seul dé, le résultat est strict, de 1 à 6. Ouais, c'est un sonnette, pas de valeur intermédiaire. Voilà. Mais maintenant, si tu lances 100 dés en même temps, et que tu additionnes le tout, la chance d'avoir que des 1 ou que des 6 est minuscule. Ah oui, la plupart des lancers vont donner un résultat au milieu. C'est ça forme une courbe en cloche parfaite. Donc plein de petites unités discrètes, quand on les met ensemble, ça donne l'illusion d'une continuité parfaite. D'accord, c'est brillant. Donc Mendel avait raison, la variance est conservée. Oui. Et si la diversité est préservée intacte, la nature n'a plus besoin d'inventer des mutations massives en permanence. Elle a tout son temps. Exactement. Et ça nous amène à un autre point crucial. Ce temps, il sert à aller dans quelle direction?
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'à l'époque, les gens pensaient que les mutations apparaissaient sur mesure, non? Oui, il y avait cette croyance genre l'élan vital de Lamarck. L'idée que l'organisme mutait exprès pour s'adapter à un problème. Ce qui est absurde quand on y pense. C'est un peu comme dire, enfin, supposer qu'un animal va muter exactement comme il en a besoin, c'est comme espérer qu'une voiture en panne sur l'autoroute va spontanément muter pour avoir un meilleur moteur, juste parce qu'elle veut aller plus vite. C'est une super métaphore, et c'est exactement ce que Fischer démontre. Les mutations ne sont pas des solutions magiques. En observant les drosophiles, les mouches de laboratoire, ou les anomalies chez les humains comme l'albinisme, il voit bien que la majorité des mutations sont des défauts. Des pannes supplémentaires, en gros. Voilà, des altérations délétères, des trucs fatals. La copie de l'ADN fait surtout du bruit aléatoire. Donc la direction n'est pas dans la mutation elle-même. Pas du tout. Fischer a même calculé ça. Pour qu'une mutation s'impose juste par hasard, sans sélection, il faudrait environ 100 000 générations. C'est beaucoup trop lent. Mais alors, qu'est-ce qui accélère le mouvement? La sélection naturelle, c'est elle le vrai filtre. Si une variation due au hasard donne ne serait-ce qu'1 % d'avantage pour survivre, alors là, la fréquence de ce gène explose au fil des générations. Et le résultat final de ce filtre aveugle, c'est juste spectaculaire. Quand on regarde les planches illustrées fournies dans nos sources, on s'en rend vraiment compte. Ah, les planches sur le mimétisme, oui. Oui, la planche I par exemple, elle montre cette guêpe australienne, Avispa effipium. Elle est énorme, avec des couleurs d'avertissement très agressives et elle est toxique. Une vraie menace pour les oiseaux. C'est ça. Et autour d'elle, on a plein d'insectes complètement inoffensifs qui copient son apparence. Il y a ce scarabée, le Trajocerus formosus. Le truc a carrément modifié la structure de ses ailes pour ressembler à l'abdomen de la guêpe facette. C'est impressionnant. C'est la version naturelle de l'usurpation d'identité. Sauf que le voleur, il ignore totalement le déguisement qu'il porte. Et c'est là toute la beauté de la chose. Il n'y a aucune intention de l'insecte. Mais du coup, comment des répliques aussi exactes peuvent émerger sans aucune intention de l'insecte? C'est le filtre implacable de la sélection dont on parlait. Pendant des millions d'années, les prédateurs ont mangé tous les scarabées qui ne ressemblaient pas exactement à la guêpe. Toxique. Donc le prédateur est le sculpteur involontaire. Les Heliconius, imités par de simples papillons de nuit. Ouais, le papillon de nuit Castinia linus, avec ses antennes en massue. C'est un détail anatomique complètement dingue, parce que les antennes en massue, c'est typique des papillons de jour. Pour un papillon de nuit, c'est une aberration biomécanique totale. Exactement. Comment l'évolution bricole un truc pareil sans plan préétabli? Parce que la nature est un examinateur aveugle. Elle ne regarde que le résultat final. Si le prédateur repère ses proies en regardant la forme des antennes, tout papillon de nuit qui a un léger épaississement de l'antenne va survivre un peu plus longtemps. Même si la mécanique interne est totalement différente du modèle toxique. C'est ça. L'évolution bricole avec ce qui est sous la main. Elle garde chaque petite erreur génétique qui améliore l'illusion d'optique. Le papillon de nuit ne cherche pas à tromper l'oiseau, il est juste le descendant de ceux qui n'ont pas été mangés. Et alors, pour mesurer ça mathématiquement, pour calculer ce niveau de pression, où une simple épaisseur d'antenne fait la différence, Fischer sort des outils franchement inattendus. Ah oui, son approche actuarielle. En parcourant le livre, on tombe sur des formules de finance et d'assurance. Qu'est-ce que tout cela signifie en fait? C'est l'une de ses idées les plus géniales. Fischer utilise ce qu'on appelle les life tables, les tables de mortalité. Ce qu'on utilise pour l'assurance vie humaine. Exactement. À la base, ça sert aux assureurs pour calculer le risque de décès par tranche d'âge et fixer le prix des primes. Eh bien, Fischer prend cette même architecture statistique et l'applique à une population d'insectes ou d'oiseaux. Donc il compare Mère Nature à un courtier d'assurance impitoyable. C'est une très bonne image. Il calcule l'espérance de survie avec la même froideur qu'un comptable. Il invente même le paramètre malthusien d'augmentation de la population. Ça sonne très compliqué, mais en gros, c'est quoi? En gros, c'est le taux d'intérêt composé. Il calcule le taux auquel le capital génétique d'un individu s'accroît dans la population. Il parle de la valeur reproductive de l'animal. D'accord. Donc, si on revient à notre papillon de nuit, avec son antenne un tout petit peu plus épaisse, s'il trompe l'oiseau juste une fois sur 1000 de plus que les autres, pour Fischer, c'est une donnée actuarielle. Avec la force des intérêts composés, cette petite prime de survie finit par transformer toute l'espèce. C'est ça que ça veut dire, que chaque petit détail est audité par la nature sous forme de statistiques. C'est tout à fait ça.
Fisher prouve mathématiquement que même un avantage sélectif totalement imperceptible à l'œil nu, un truc qu'on ne pourrait même pas voir au microscope, va radicalement modifier l'espèce avec le temps. Les gènes sont la monnaie, et la nature tient les comptes avec une précision absolue. C'est fou de penser que la biologie a pu être rendue aussi exacte que la physique ou la chimie, juste en empruntant les outils des assureurs. Ça a sauvé la théorie de Darwin, tout simplement. Bon, si on résume un peu notre parcours aujourd'hui, on est parti des doutes de Darwin face à ce fameux problème de la peinture qui se mélange, l'hérédité par mélange, oui, Ensuite, on a vu comment Mendel et Fischer ont ramené le jeu de cartes, cette génétique qui conserve la variance sans jamais la détruire. tout à fait. Et finalement, on a compris que la nature n'a pas besoin de mutations miracles pour créer des merveilles comme le mimétisme. Il lui suffit d'être ce statisticien aveugle mais redoutablement précis. C'est un résumé parfait de la révolution apportée par Fisher. Mais tu sais, avant de conclure, il y a une réflexion finale dans ces notes qui m'a vraiment interpellée. Un truc très actuel, Ah bah, sur la domestication. oui, Fischer note que la domestication, ça réduit la rigueur de la sélection naturelle. L'environnement contrôlé protège des variantes qui, normalement, se feraient éliminer tout de suite. c'est vrai. Si tu protèges un animal des prédateurs et du froid, le filtre disparaît. Et quand on y réfléchit pour nous-mêmes, sachant que nos gènes sont conservés indéfiniment, sans se diluer, et que la médecine moderne, la technologie, c'est au fond une domestication extrême de notre propre espèce. Ah, je vois où tu veux en venir. On a mis nos propres tables de mortalité sur pause. Exactement. On a subverti mère nature. Donc, la question c'est, quelle mutation silencieuse, quel petit défaut qui aurait été rejeté autrefois est-ce qu'on est en train d'accumuler en ce moment même? C'est vertigineux comme idée. Un réservoir de variances génétiques qui se remplit sans qu'on s'en rende compte. Et comment toute cette diversité stockée va redessiner la biologie humaine dans les millénaires à venir, quand toutes ces cartes accumulées seront redistribuées? C'est le genre de pensée que Fischer nous laisse et qui donne matière à réfléchir bien après avoir fermé son livre. Absolument. C'est une vraie question ouverte pour l'avenir de notre espèce.